De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et nous avons, comme à l'accoutumée, notre petite équipe du mardi, à commencer par Daryl Pesson. Bonsoir Daryl. Bonsoir Harold, bonsoir la Guadeloupe. Nous avons Mayembe sur le plateau. Bonsoir Mayembe. Bonsoir Harold et bonsoir à la Guadeloupe, je confie Daryl. Bonsoir à toi Anthony. Bonsoir Harold et bonsoir à la Guadeloupe. C'est quoi, vous êtes mis d'accord pour une réponse commune ou quoi? On n'est pas en campagne les gars. Bonsoir à toi Miguel. Ça dépend vous. Bonsoir aux téléspectateurs de la Guadeloupe. Tu l'as fait exprès toi, clairement. Tu dis jamais ça en début d'émission. C'est nul. Et nous avons une nouvelle invitée sur le plateau ce soir. Il s'agit d'Élodie Montbrun qui est directrice de Hemologue. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous n'avez pas dit bonsoir à tout le monde en Guadeloupe. Changé un petit peu. On part en freestyle. Donc, on vous a invité ce soir pour parler un petit peu de votre activité, puisque vous faites un peu appel aux nouvelles technologies. Je m'étais pas trop attardé dessus. Je savais pas que, je savais qu'il y avait les simulateurs de jeux vidéo. Ça existe depuis un certain temps. Visiblement, on avait les simulateurs aussi aériens. Ça aussi, ça date depuis très longtemps. Et il y a quelques années, vous avez fait rentrer en Guadeloupe donc des simulateurs de conduite. Ça fonctionne comment concrètement ? Alors, en effet, il y a quelques mois même, c'est tout récent, j'ai fait venir un simulateur de conduite. Donc, c'est pour faire de la formation en gestion du risque routier. Donc, on ne va pas rentrer dans la phase d'apprentissage pour passer son permis de conduire, mais ça va être après pour tous les salariés, les collaborateurs qui travaillent dans une entreprise où ils sont commerciaux, livreurs, où ils sont vraiment sur la route au quotidien. Par le document unique, ils ont l'obligation de mettre en place des actions de formation par rapport à leur risque professionnel. Et dans ce cadre-là, leur risque, c'est le risque routier. Donc, du coup, avec un conducteur expérimenté, si je monte en voiture avec lui, à part lui dire qu'il roule trop vite, trop à droite, trop à gauche, trop ci, trop là, finalement, je ne peux pas lui dire grand-chose et ça va être un peu plus compliqué d'impacter sur son comportement et de le faire changer. Alors qu'avec le simulateur, tous les fameux essais vont finir par arriver. La voiture de devant qui va freiner, le piéton qui va traverser n'importe où. Et au final, ils vont vraiment vivre la situation perturbante et ça va pousser un peu plus les conducteurs à changer leur comportement sur la route. Est-ce que les mises en situation sont aussi réelles que ça ? Oui. Pour qu'on se prenne au jeu finalement. Alors ça fait quelques temps maintenant que je suis en place et qu'il y a quelques entreprises qui ont déjà collaboré avec moi et ils ont tous ce même retour. Alors même si c'est un peu déstabilisant le fait que ça soit sur des écrans, mais au final ils se prennent rapidement au jeu et souvent à la fin, une fois que l'accident a eu lieu, ils s'arrêtent et me regardent en me disant oh, mais dans la vraie vie ça serait vraiment arrivé en fait. Donc oui, je pense qu'en termes de réalisme on est pas mal. Est-ce que vous pensez les gars que ça se rapproche effectivement beaucoup de la réalité ? Malheureusement pour moi, je n'ai pas eu l'occasion, vu que j'ai eu mon permis bien avant que ça n'arrive, de voir ce que ça donnait, mais j'ai vu pas mal de situations, que ce soit sous le plan aérien, même pour le bâtiment, pour simuler, si vous voulez, les accidents que certains ouvriers peuvent avoir dans leur métier, dans la vie de tous les jours. Et j'imagine que pour la conduite, ils ont dû faire suffisamment de situations qui existent dans la vie réelle pour que ce soit le plus conforme possible à la réalité. Après, là où je me pose la question, est-ce que les simulateurs qui est utilisé, excusez-moi, est général, c'est-à-dire qu'il est pareil qu'en hexagone qu'ici, ou on essaie... S'adapter à la conduite guadeloupéenne avec les trous? Non, c'est ça? Alors pour l'instant, le fournisseur est en métropole, donc ce sont des concepts et des scénarios qui sont étudiés sur la métropole. Après, assez régulièrement, j'ai un de mes parcours, par exemple, où on me dit souvent que ça leur fait penser à la Basse-Terre. Donc certes, nous n'avons pas les trous sur la chaussée, mais on a pas mal de scénarios. Après, la route reste la route. Les situations sont un peu les mêmes partout, sauf quelques particularités locales. Mais dans l'ensemble, c'est assez parlant quand même. Miguel. Et du coup, moi j'ai une autre question. Est-ce que vous pouvez vous-même générer des problématiques, un piéton qui traverse ou autre? Ou est-ce que c'est un scénario qui se déroule toujours de la même façon? Alors, dans le simulateur, il y a déjà 5000 scénarios qui sont mis en place. Voilà. Et après, sur chaque scénario, je vais avoir la possibilité d'intervenir, créer une crevaison, une panne moteur, une panne de frein. Pendant que la personne est en train de rouler. D'accord. Voilà. Donc, rajouter des Ok. Tout à fait. Donc, j'ai aussi moyen de pousser un peu. Et chaque exercice, en fait, il y a des variations de scénario qui fait qu'une personne, un stagiaire, va être formé
il va faire un exercice, il va lui arriver une situation, et au final, la personne d'après passera, j'aurais changé le scénario, donc il ne va pas se passer exactement la même chose, et il sera à prendre ailleurs sur autre chose. Donc vous voulez toujours les prendre au dépourvu et voir leur réaction vraiment à chaud. C'est ça. Le but pour moi, c'est vraiment qu'ils aient des accidents pour qu'ils comprennent, pour qu'on puisse... Le but, c'est qu'ils aient des accidents. Oui, c'est un peu bizarre d'entendre ça. Et ouais, mais là, l'avantage, c'est qu'on craint rien. On ne peut pas avoir de dommages corporels ni de dommages sur la voiture. Et en fait, l'avantage, c'est qu'on a une situation de replay ensuite qui est enregistrée et on va pouvoir revisualiser ce qui s'est passé, le scénario, comment la personne a réagi, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire pour éviter l'accident, comment elle aurait dû se comporter. Et en fait, c'est vraiment un temps où on peut réfléchir et analyser pour pouvoir, si un jour dans la vraie vie la situation se produit, qu'il puisse savoir comment réagir et avoir une meilleure réaction. Ça bouge quand on est dedans? Oui, il y a des vérins, donc si on monte sur un trottoir ou qu'on a un accident, on va le ressentir. Ouais. Non mais on va le ressentir genre l'accident à 40 km/h, 50 km/h. Ça prend en fait, ça prend tous les facteurs et donc ça jauge en fonction. Tout à fait, ouais. Donc c'est ultra réaliste en fait. Tout à fait, mais je vous invite à venir essayer avec grand plaisir. Ça va jusqu'à combien de G? Enfin, on sait pas. Alors ça, je sais pas par contre. Je t'avoue que c'est un peu Je sais pas combien de quoi, Miguel? Combien de quoi? Combien de G? Le but, c'est pas que les gens ressortent avec un traumatisme quelconque. Quand même. Donc ça reste supportable. J'ai pas la définition exacte, mais c'est on va dire la modification du poids de la personne. Enfin, de la question du poids de la force. La force. La force que tu vas ressentir, pardon. Ouais. D'accord. Ouais. Ah, toi, tu aurais voulu que ça aille jusque-là. Vraiment. Parce que ça te compresse même que l'accident. Oui, voilà. Parce que pour moi, l'accident, ça compresse. Hein, tu as des odeurs. Effectivement, on sent l'expérience. Je vous invite d'ailleurs à venir faire une formation si l'expérience est si réelle et frappante. Non, c'est bon, j'ai pas envie de rentrer chez moi en pleurant. J'ai une question. Est-ce que justement les élèves qui subissent ce genre de simulation, est-ce qu'ils n'ont pas une appréhension justement vers leur en se disant j'ai vu ce que ça a donné, une fois que je suis au volant, si la même chose arrive, est-ce que je vais réagir au bon timing et tout? Est-ce que ça peut pas créer des traumatismes? Oui, enfin pas forcément des traumatismes, mais des appréhensions supplémentaires en fait. Et non, parce qu'au final, on va leur rappeler des règles qu'ils avaient appris à l'époque de l'auto-école quand ils ont passé leur permis, mais qu'ils ont souvent oublié, les distances de sécurité. Si on regarde la conduite guadeloupéenne, on se rend compte que tout le monde a tendance à rouler un petit peu trop près et qu'on n'est plus trop 2 secondes de distance de sécurité. En fait, sur le simulateur, ils vont pouvoir expérimenter qu'est-ce que ça fait d'être à 0,5 secondes, qu'est-ce que ça fait d'être à 1 seconde, qu'est-ce que ça fait d'être à 2 secondes. Et au final, ils vont accepter le bon comportement parce qu'ils vont voir qu'en effet, d'avoir ce comportement-là, c'est plus sécuritaire et ça évite d'avoir des accidents. Donc au contraire, ça modifie leur façon de conduire. Quand ils montent dans la voiture, au final, ils vont être beaucoup plus concentrés parce qu'ils vont se rappeler de ce qu'ils ont vu et ils vont se dire, tiens, il faut que je fasse attention à ma distance de sécurité, il faut que je fasse attention à ci, à ça. Et au final, ils vont se reconcentrer sur leur conduite. D'accord. C'est un peu comme ce qu'on voit à l'écran, c'est un peu... Oui, voilà, un c'est simulateur un petit peu de le ce même genre type-là. de machine. Alors, les écrans, c'est la même chose. Après, la machine en elle-même est un peu plus conséquente pour la mienne en termes de carrosserie, mais c'est le même principe. Ouais. Vous avez pris plus d'options? Les vérins, déjà, je pense pas que celle-ci les ait. Visiblement, non. Vu la place que ça prend. Donc, déjà, rien que les vérins, c'est pas mal. Donc, c'est assez imposant quand même. Hein. Ah oui, c'est une belle machine, qui fait en gros 1m50 sur 1m50, plus ou moins. Ah, quand même. Mayembe? Non, Anthony. Toi, tu t'en veux un dans ton salon? Alors franchement, étant grand fan de simulation, aïe, sûr que j'en veux. De course. Alors, moi, il y a plein de simulateurs en plein avions. Parce que je veux devenir pilote, j'adore ça. D'ailleurs, les pilotes utilisent également. Et je joue également à Gran Turismo sur PS4 et également à Assetto Corsa, qui est un peu plus réaliste. Franchement, la simulation, j'adore ça parce que le comportement, quand c'est bien codé, le comportement du véhicule est vraiment très proche de ce que le véhicule dans la réalité peut avoir. Donc ça permet d'avoir une bonne appréhension de ce qui se passe et d'avoir déjà une bonne idée de comment réagir dans ce genre de situation. Effectivement, il y aura toujours un écart entre la réalité et la simulation, mais ça peut vraiment... Est-ce que dans le siège, finalement, et avec tous les paramètres de la machine, ça te rapprocherait pas plus de sensations... de sensation de course, par exemple? Oui, ça peut être une sensation. La seule chose que à l'heure actuelle, les séries de simulation, les simulations ne peuvent pas encore reproduire, c'est vraiment la force des G sur une longue durée. Disons qu'avec les virants, on peut avoir bougé de droite à gauche, mais quand on va avoir une force G sur une longue durée,
Par exemple, j'accélère une voiture puissante, moi je sens que je suis plaqué au sol. Tu es plaqué, oui. Je vais la voir avec le ciel, mais comme c'est surveillant, au moment ça s'arrêter plus tôt. C'est la seule différence qu'on va avoir et c'est vraiment la différence qu'on va. La grande différence qu'on Le va mouvement, c'est voilà, tout ce qui va c'est ça, en fait, le mouvement qui va manquer. Mais si on va vraiment avoir les mêmes sensations, le véhicule va agir quasiment de la même manière que dans la réalité. Ça va vraiment être très très proche. Donc si tu fais un freinage d'urgence, Voilà. ça va pas freiner plus vite parce qu'effectivement c'est une simulation. Ça prendra le temps de freiner, enfin la distance de freinage nécessaire et le carambolage qui va avec. Voilà, vous Tout pouvez à fait. En fait, les concepteurs ont vraiment travaillé. On a un certain nombre de véhicules qui sont enregistrés et ils ont vraiment rentré les caractéristiques techniques de chaque véhicule. Si on conduit un modèle de voiture, on aura vraiment la puissance, le gabarit de ce véhicule-là. On a 4 véhicules enregistrés sur la machine. Donc on a vraiment, chaque véhicule aura vraiment la même façon de réagir que si je sors et je prends la même voiture, la même capacité d'accélération, c'est la même chose. Attends, on a Mayembe, après... Moi, justement, j'allais poser la question du véhicule, parce qu'en fait, conduire un 4x4 et conduire un SUV, conduire une voiture normale, c'est pas la même chose. Ou un camion, puisque là, c'est des risques professionnels. Voilà, donc est-ce que vous avez vraiment différents types de véhicules? C'est ma question, en fait, mais parce que pour moi, c'est assez important pour déjà avoir... Bon, je ne sais pas comment on dit de camion, mais les 4x4 et autres, on voit la différence. C'est même sur l'accélération, le freinage, se garer, parce qu'on n'en passe pas... Tout le monde veut de grosses voitures, mais pour la garer après, c'est autre chose. Moi, je fais pas les petites. Oui, clairement. Mais voilà, ma question c'est ça, parce que souvent on pense qu'on peut prendre la voiture de quelqu'un qui a un 4x4, on est suivi, conduit la voiture et se dire qu'on est toujours dans notre ancienne voiture, dans notre voiture initiale en fait. Donc, est-ce que vous jouez sur cette différence-là aussi? Alors oui, mais on reste dans le cadre du permis B, c'est-à-dire que qu'on n'ira pas jusqu'aux poids lourds, les gros poids lourds de 3,5 tonnes. Ils existent ces simulateurs-là, mais moi je ne travaille pas avec ce modèle-là pour l'instant, c'est pas de quoi demain est fait. Mais j'ai un petit VL traditionnel, je vais avoir une berline, je vais avoir une petite fourgonnette pour les gens qui transportent, les livreurs qui ont un peu de choses, et un camion un tout petit peu plus conséquent sans aller au-delà du 3,5 tonnes. Donc tous les véhicules qu'on peut conduire avec un permis B traditionnel. Et vous ne faites pas les véhicules à 2 roues Alors non, ça existe aussi, les véhicules, les simulateurs de roues, mais pour l'instant, je me cantonne sur une catégorie. En fait, on s'est lancé, on est centre de formation depuis fin d'année dernière. On a eu le simulateur à peu près dans ces eaux-là. Donc, une chose à la fois. On est trop pressé. Ouais, je vois ça. Je reviendrai vous voir avec un nouveau produit un jour. Très bien. Je me posais la question, un Il y simulateur... avait Mickaël. Attends, d'arriver. Enfin, du coup, moi, je me pose une question peut-être bête, mais pourquoi vous êtes orienté, pourquoi vous avez fait ça? Alors en fait, à la base, je suis monitrice auto-école depuis des années et je suis arrivée sur la Guadeloupe il y a à peu près 4 ans. Et au début, je suis venue avec l'idée de changer de métier parce que j'ai eu des enfants et je m'étais toujours dit que le jour où j'aurais des enfants, je ferais un autre métier. Et j'ai essayé, ça se passait bien, j'avais un bon salaire, des bons horaires. Mais en fait, quand je suis vraiment passionnée de sécurité routière et c'était difficile pour moi de quitter ce milieu-là. Donc j'ai d'abord créé l'entreprise et la première activité, c'était la location de voitures double commande pour les particuliers et les professionnels. Ça a révolutionné déjà un peu l'univers de la conduite. Ouais, voilà. Donc, et puis après, quand j'ai vu, comme tout le monde, les chiffres de la sécurité routière de l'an dernier qui ont été catastrophiques, on est le plus mauvais département de France, au sens large. Je me suis dit que puis les types d'accidents ont changé. Avant, c'était beaucoup les jeunes, les sorties, l'alcool. Là, on est tombé sur un secteur de plus de 35 ans. Les accidents, c'est pendant les pauses entre midi et 2 ou en début de soirée. Donc, en fait, on se rend vraiment compte que le public des personnes accidentées n'est plus le même et ça pénalise des familles et ça pénalise des entreprises parce que perdre un collaborateur, c'est jamais évident. Ça enchaîne un certain nombre de coûts derrière. Donc je me suis dit qu'il était important d'essayer de former un maximum de personnes et qu'en passant par les entreprises, c'était un bon moyen d'accéder à un maximum de Guadeloupéens pour remettre... Alors pour info, une compétence, avant, elle était reconnue pour 30 ans. Par exemple, on passait un diplôme pour un métier. Pendant 30 ans, on considérait qu'on était compétent dans son métier. Aujourd'hui, tout évolue tellement, c'est un peu la conversation qu'on avait, tout évolue tellement qu'une compétence, maintenant, elle est valable uniquement 3 ans. Et quand c'est des compétences techniques, c'est valable 18 mois. Aujourd'hui, dans plein de métiers, on se fait tout le temps former parce que tout évolue. Et en fait, le permis de conduire,
On passe un examen quand on a 18, 20 ans ou peu importe l'âge, mais après tout le reste de sa vie, c'est fini, on ne se fait plus former. Alors que les lois évoluent, ça change tout le temps, il y a souvent des nouvelles lois, des nouvelles choses qui se mettent en place, les véhicules évoluent, on a plein de nouveaux gadgets, plein de nouveaux accessoires, plein de nouvelles aides à la conduite, on a des voitures électriques, on a des voitures hybrides, on a de l'aide au freinage d'urgence, on a des modes de conduite, on a vraiment plein de choses sur les voitures et au final, nous conducteurs, on n'est plus formés à tout ça. Donc, il y a un moment, c'est important de reprendre les choses et de s'asseoir un moment et de reprendre les bases et de se remettre à jour sur les véhicules, sur la conduite et sur comment tout ça se passe, quoi. Et c'est plus avantageux, la mise à jour virtuelle que la mise à jour réelle? Alors selon moi, oui, parce que le problème du réel, c'est qu'on va toujours être... on va dépendre de la circulation. On ne sait pas si ce jour-là, il y aura un embouteillage et on n'aura pas. Si j'ai envie de travailler les distances de sécurité, rien ne... C'est clair qu'on ne peut pas provoquer d'accident. Voilà. Non, mais au-delà de ça, je ne peux pas provoquer des situations. J'ai envie de travailler les situations d'urgence avec un piéton qui traverse. Je ne vais pas appeler quelqu'un pour lui demander d'aller traverser pour pouvoir me... C'est sûr, c'est sûr. En fait, l'avantage du virtuel, c'est qu'on peut... Peut-être que c'est là, Oui, mais bon, il n'en profitera pas, donc... Mais l'avantage du virtuel, pour moi, est là, c'est qu'on a vraiment la possibilité de créer des situations et de travailler ce qu'on a besoin de travailler, alors que dans le réel, c'est un peu plus compliqué à mettre en place et c'est plus difficile d'impacter la conscience des gens. Alors, vous avez dit que l'appareil est quand même un peu volumineux. Donc, est-ce qu'il faut venir sur place ou bien vous vous déplacez aussi? J'ai une super équipe de transporteurs qui me rendent tout possible. On espère qu'ils font leur formation aussi. Hein c'est en cours. Régulièrement. C'est en cours. Donc, ouais, il y a la possibilité de le transporter. J'ai fait quelques actions déjà avec pas mal d'entreprises. Mais on a aussi la possibilité de faire des actions de sensibilisation, des actions de formation au sein de l'entreprise. J'ai beaucoup parlé des entreprises, mais je me suis retrouvée face à un public auquel je ne m'attendais pas. J'ai eu une maman qui a eu sa fille qui a eu un accident de voiture, alors pas grave, la personne s'est juste endormie, il y a eu des dégâts matériels mais pas physiques, et la maman s'est beaucoup inquiétée pour sa fille et du coup elle a voulu la sensibiliser. Donc aujourd'hui j'essaye de trouver les moyens de communiquer pour permettre aux jeunes permis qui ont bien travaillé et qui ont obtenu leur permis de conduire, mais de rajouter une petite couche, on va dire, pour les sensibiliser un peu plus sur le risque routier et sur la conséquence de l'alcool, sur la fatigue, sur les distances de sécurité, la vitesse, voilà. Est-ce qu'on peut jouer justement sur le comportement du conducteur? Oui. Oui, quelqu'un qui doit porter des lunettes et qui finalement ne les porte pas, la vision va être floutée. On va voir en état d'ébriété aussi, voilà, les on va voir réponses le ne sont pas les mêmes. Tout à fait, 0,2 grammes, 0,5 grammes, 0,8. On peut voir la fatigue, la somnolence avec les paupières qui s'abaissent, les drogues, les médicaments. On peut vraiment travailler sur tout. C'est vraiment l'avantage du simulateur, c'est qu'on peut vraiment travailler sur tout ce qui a un impact sur la conduite sans avoir de danger et de risque. Sur les internautes, il y en a toujours, hein. Ils ont demandé si c'est gratuit. Moi, les gars. Moi, je modifie un petit peu la question. J'aurais dit, est-ce qu'il y a potentiellement des aides pour les entreprises ou les particuliers qui veulent s'intéresser à cela? Voilà. Ah. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, je suis certifiée Calliope, donc ils ont la possibilité de se faire financer par les OPCO. Pour les particuliers, non, mais on est à 50 € pour une heure, donc je pense que ça reste abordable pour pouvoir protéger sa vie et se sauver des accidents futurs. Je me posais la question... c'est combien de temps, combien de temps il faut pour quand même assimiler tout ça? Une heure, c'est suffisant ou... Pour une sensibilisation, une heure, c'est déjà pas mal, ouais. D'arrêt pour la fin et après on marque le page de pub. Ce genre d'appareil coûte combien à peu près en général? Le prix d'une belle voiture, même s'il n'y a qu'un seul siège. Et sur le territoire actuellement, il n'y en a qu'une seule ou il y en a plusieurs? Non, il y a plusieurs entreprises qui en ont. Après, j'ai jamais vu celle des autres entreprises, donc je comparerai pas. C'est encore mais rare. Je crois qu'on est quelques-uns à en avoir un, ouais. Je crois deux, a priori. Je me renseignerai. Mais c'est encore récent. C'est encore récent tout ça. C'est bizarre qu'on ait mis autant de... Ce modèle-là, c'est certain que je suis la seule, parce que c'est vraiment le dernier qui est sorti. Cri avec les vérins, et le justement. modèle haut de gamme, voilà. Donc celui-là, je sais que je suis la seule. Après, d'autres simulateurs, oui, il y en a. Je me dis, ce serait encore plus intéressant peut-être pour vous, qui est les casques VR intégrés. Comme ça, vous n'avez plus besoin des écrans. Vous êtes trop pressés, les gars. Vous allez trop vite. Ça vient de sortir. Non, mais ça existe. Oui, l'université nous a... Mais ils sont si commencés. Ça existe, ça va arriver bientôt. Ça va arriver. Parce que c'est pas encore au point.
Bon, on ira voir du côté de chez Hemologue dans tous les cas, puisque effectivement, on attend les évolutions à votre On travaille niveau. sur beaucoup de choses. Comme vous dites, ça évolue très vite, Oui. donc dans tous les cas, il y aura des modifications dans les mois à venir. Tout à fait. Merci beaucoup en tout Merci cas à vous. d'être venu nous présenter votre activité. Je rappelle que vous êtes directrice à Hemologue. Et on se quitte maintenant pour une petite page de publicité, et après on va parler d'un sujet voilà, beaucoup moins joyeux. Hein. C'est la tuerie de Baltimore. À tout à l'heure. De retour sur le plateau du Focus, on rentre dans une autre thématique, puisqu'effectivement, il y a quelques jours, un jeune homme de 18 ans, Brandon Payton, est rentré dans un supermarché à Buffalo aux États-Unis. Il a quand même liquidé 13 personnes sur son passage. Il avait quand même une arme lourde, un gros calibre qu'il trimballait avec lui. J'avoue que la séquence est assez perturbante, puisque en fait, il s'est filmé en direct. Donc il a fait cette séquence-là en direct. Bon, nous on a flouté tout ça, mais bon, ça a été diffusé en direct sur les réseaux. Donc dans tous les cas, des millions de personnes ont déjà vu. On va regarder un petit extrait, mais vraiment rapidement. Bon. Donc voilà, on va pas en mettre beaucoup, mais en fait, pendant 1 minute, la vidéo entière fait un peu plus de 2 minutes. Il se filme sur le trajet sur lequel il se rend effectivement au supermarché. On le voit, enfin, il se gare. Dès qu'il descend, il ouvre le feu directement sur des personnes présentes. On a des enfants, on a des femmes. Enfin, il y a un peu de tout. Après, il se dirige vers le supermarché. Il continue à liquider du monde. Enfin, on voit des tirs, des headshots, comme on dit, des tirs directement dans la tête. Et à la fin de la vidéo, il s'excuse auprès effectivement d'une personne, donc un occidental en fait. Voilà, qu'il a identifié comme son semblable, donc comme blanc, qu'il épargne et donc il s'excuse. Visiblement, cet homme a publié un manifeste. Il a publié un manifeste pour un peu qualifier ses actes. Il se définit comme un néo-nazi, mais pas trop branche néo-nazi. Mais en tout cas, bon, il est quand même extrémiste. Vous en pensez quoi? On fait un petit tour de table rapidement. J'aime pas trop ces thématiques-là parce que bon, ça pousse un peu à s'énerver, hein, mais on commence un tour de table. Tu sais, moi je me dis déjà, il a 18 ans. Un gamin de 18 ans qui est persuadé de, voilà, le monde est comme ceci, et un point c'est tout, sans avoir la sagesse, on va dire, de se dire que non, en fait, tu peux avoir des idéaux, mais elles ne sont pas fixes, en fait. Et il a cherché ce qu'il estimait être mieux pour lui, et il s'est accroché à ça. Et étant donné que les États-Unis est un pays dans lequel tu peux acheter une arme comme si tu allais acheter du pain, ça peut donner ce genre de barbe. Faut pas. Déjà, s'il y avait une meilleure réglementation vis-à-vis de ça, déjà, comment se veut-il qu'un gamin de 18 ans arrive à avoir une arme lourde qu'un militaire nous, on n'a pas d'amendement pour ça en France, mais eux, par contre, ils y tiennent énormément, les Américains, à effectivement le fait de pouvoir se défendre eux-mêmes, et ils adorent effectivement aussi les armes à feu. Et tu as raison, tu peux avoir une arme comme si tu allais acheter du pain. Donc à ce niveau-là, moi, pas choqué. Le fait qu'un petit jeune de 18 ans ait une arme de gros calibre, limite il aura un lance-roquette, je ne serais pas choqué. Aux États-Unis, je ne serais pas choqué. Après, malheureusement, moi, tu sais, quand j'ai vu ça, bon, j'ai pas voulu faire écho à certaines choses qui se sont déjà produites. Ça t'a énervé, tu sais, moi, j'estime que chaque communauté, notamment, bon, je prends la communauté noire, peu importe là où est-ce qu'elle est à travers le monde, ils ont leurs problématiques, on a tous nos problématiques tout à chacun, et je pense que chez eux, je pense qu'il y a largement les personnes qualifiées qui vont reprendre la main sur cette affaire-là pour pouvoir crier haut et fort toutes les problématiques qu'il y a autour de ça. Ça avait donné le cas avec George Floyd il y a quelques années où toute l'Amérique se voyait choquée. Voilà, c'est triste de constater. Et là, l'Amérique est moins choquée après qu'on ait tué 11 Noirs dans un supermarché. Finalement, parce que c'est un gamin de 18 ans qui pensait être dans des convictions. Enfin, tu sais, quand on est
centré sur quelque chose et qu'on ne voit pas ce qu'il y a autour, ben, ça te donne un peu ce qu'il aurait pu avoir. Enfin, ce qui s'est passé en France lors des attentats. C'était en quelle année déjà? En 2000 Il y en a plusieurs attentats. ce qu'il y a eu au Bataclan, etc. et tout. Donc, malheureusement, les extrémistes, quand tu es accroché à un idéal et que tu as les outils pour pouvoir. Les armes pour, ça peut donner ce genre de pour dérive. exécuter ton crime. Exactement. Moi, oui, c'est c'est la force du dogme. Hein. Ça fait croire effectivement dur comme fer à une réalité qui n'est pas forcément partagée par tout le monde. 18 ans, Jeune et influençable, selon toi? Non, pour moi, il était dans un environnement qui, de base, est mauvais, en fait. C'est chance pour moi d'être dans un environnement... même ses parents n'ont pas compris son... Après, ils vont pas venir te dire, oui, on est sur ouais, effectivement. C'est génial. Je tiens, c'est quelque chose. Jeune ami, il allait à la salle. Les gars ont retrouvé une croix gammée perdue dans la salle. Tu penses qu'à la personne va venir se dire, oui, c'est J'ai perdu ma croix gammée. Si, tu penses franchement... Non, mais Soyons ils sérieux. ne se sont pas mouillés. Moi, ce qui me dérange, sincèrement, dans cette affaire, c'est que si on prend l'exemple de George Floyd, techniquement, il n'avait rien fait. Et on a mis son genou sur le cou, sur son cou, il est décédé. Là, moi, ce que je ne comprends pas, c'est aux États-Unis, où on est pro-armes, où les policiers peuvent tirer et autres, là, on voit, désolé de le dire, on voit un blanc qui tue des noirs, parce qu'on peut le dire comme ça aux États-Unis, donc je le dis, et il sort tranquillement. On te dira qu'il s'est rendu. On le menotte et il rentre. Et il rentre dans la voiture, il fait un petit sourire, il s'excuse auprès d'un blanc qui le tue. Donc moi, ça me montre qu'il y a deux poids, deux mesures et qu'il y a deux vitesses à fin de compte. Parce que finalement, sur son fusil, c'était marqué N-Killer, je crois, genre... un négro killer. Négro killer. Donc pour moi, je trouve qu'il y a deux poids, deux mesures. Et ça me dérange dans le discours parce que George Floyd n'avait rien fait. Il est mort et il y a plein d'autres personnes. Il y a même un gars qui faisait son footing. On a cru qu'en faisant son footing, qu'il était en train de s'enfuir parce qu'il avait fait une bêtise, alors que le gars faisait juste son footing. On l'a tué aux États-Unis. Et là, lui, il tue 10 personnes, 200 fois. Ça passe sous les réseaux, à armes lourdes. Direct sur les réseaux. Avec des armes lourdes. Il a même pas une égratignure, il a même pas un truc. Il ressort indemne et à la fin... Alors oui, il a 18 ans, c'est vrai. Je comprends, mais non, dans le fond... Tu fais ça, pour moi, tu n'as pas 18 ans. Je te mets au même niveau que tout le monde. Après, j'entends, j'ai eu 18 ans, on a tous eu 18 ans, je ne remets pas ça en cause. Mais ce que je veux dire, c'est que il a quand même tué 10 personnes, 200 fois. 13. Et il ne faut pas oublier, il est parti de chez lui, il s'est armé, il a écrit un manifeste de plus de 100 pages, donc il a eu le temps d'écrire, de penser, de réfléchir à son acte. Donc moi, je pense qu'il faut quand même dire les choses. Pour moi, c'est vraiment atroce ce qu'il a fait. Et ce deux poids, deux mesures, moi, me dérange. C'est un peu comme ici, quand les jeunes du pays se révoltent. C'est des jeunes, on envoie le GIGN et encore, on va brûler la mairie, brûler la gendarmerie, et on dit oui, mais c'était juste énervé. Moi, ce deux poids, deux mesures, il me dérange fortement. En tout cas. Je ne sais pas pour les autres. Mais... Miguel. Alors moi, je ne vais pas aller spécialement dans le côté racial, etc., puisqu'il y a des choses qui sont quand même évidentes. Moi, ce qui me touche et qui me sensibilise un petit peu plus, c'est le côté publication. Et on voit en fait l'importance, ou si vous voulez, la puissance des médias, la puissance des réseaux sociaux. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui meurent dans le monde, comme on en a déjà discuté. Et la dernière fois, on avait parlé des réseaux et des médias, et on voit que là, ça a été publié donc sur Twitch, qui est quand même un réseau qui permet de publier des vidéos en ligne, etc. Tu donneras plus de détails dessus. Mais on voit on a l'impression que ces choses-là, ça touche les gens plus comment dire. Parce que quand tu regardes la vidéo, malheureusement, je suis tombé sur la vidéo, je vous jure que quand j'ai vu la vidéo, je pensais que c'était un jeu vidéo. Mais ça ressemble. Je pensais que c'était un jeu vidéo, et c'est après que j'ai compris que non, c'était pas un jeu vidéo, c'est la réalité en fait. Et c'est peut-être ça en fait le problème. Est-ce que on n'a pas atteint un point où on fait pas la différence en fait entre la réalité et le réel en fait? On n'est pas en train de se dire que bon ben effectivement nous sommes tous des animaux, hein, nous sommes tous des animaux, mais on peut se dire que peut-être comme nous sommes des semblables, on aurait peut-être plus tendance à ne pas essayer de s'entretuer ou ou se faire des petites guerres mentales peut-être à la limite, mais allez jusqu'à s'entretuer, que ce soit pour George Floyd, que ce soit pour... Je trouve que tu mets le doigt justement sur la problématique, c'est la confusion entre le virtuel et le réel.
C'est-à-dire que les jeux vidéo, là, tu as pensé que c'était un jeu vidéo. Moi aussi, quand j'ai vu la vidéo au début, pour moi, c'était un jeu. Et c'est après, quand tu regardes bien, tu te dis, maintenant, en fait, c'est pas un jeu. Et les jeux sont surréalistes maintenant, donc les graphismes, effectivement, c'est très réaliste, donc tu peux te faire avoir. Mais concrètement, j'ai l'impression que lui a adapté son action au mode jeu vidéo. C'est-à-dire, tu t'équipes avec une caméra, tu as ton gun, on voit juste le devant de ton gun. Donc, en fait, il s'est... Pour moi, il était dans un... Il joue à Far Cry. Voilà, il était Non, dans un Call of Duty, dans un Far Cry, il était dans un jeu. Non, mais c'est pas à cause d'un jeu vidéo qu'il a tourné comme ça. Non, c'est pas à cause du jeu d'accord. vidéo. Mais est-ce que ça ne... C'est-à-dire, je vois ce que tu veux dire. Il y a l'armée américaine, effectivement. On les met dans des simulateurs où Voilà. on les apprend à exécuter certains gestes pour pouvoir être plus précis dans leurs actions. Après, est-ce qu'on n'est pas en train de... Enfin, il n'y en a pas 2-3 qui vont plus trop faire la différence, s'entraîner finalement dans le virtuel pour après, mieux agir plus rapidement dans le réel. Il faut savoir une chose, c'est qu'il a été, moi je retrouve, sauf qu'il a été diagnostiqué avant qu'il fasse cette tuerie comme qu'en état mental, psychologique grave. Et que pour moi, il arrive à un point où... Non mais juste déjà... Non mais déjà... Non mais c'est... Non mais c'est... Non c'est vrai. Non, ça c'est des islamistes, des choses comme ça. On va pas chercher son système état mental stable. Oui, c'est vrai, mais et on sort. Non mais il y a un cas, parce que pour moi, l'acte qu'il a fait est impardonnable. Je ne dispose pas. Il avait déjà un état psychologique qui n'était pas censé être clean. Et pourquoi, et surtout, pour moi, dès que tu as un état comme ça, on doit être fichier S, quoi, équivalent. On devrait t'interdire d'acheter aux États-Unis, c'est pas normal. Je suis qu'on comprend acheter du pain, mais pour moi, les gens qui psychologiquement sont pas nets, vous avez d'acheter des armes. Mais comme ça doit pouvoir être acheté comme du pain, oui, mais bon, c'est pas ta pièce effectivement. d'identité, des informations quand tu achètes du pain. Les États-Unis sont malheureusement perdu le contrôle de leur amendement. Mais après, soit dit en passant, C'est pas un problème d'abonnement, c'est un problème d'argent. C'est tout, c'est du business. Mais les gars, en Guadeloupe, faut pas se mentir, en Guadeloupe, il y a des armes aussi, hein. C'est pas propre aux États-Unis. C'est vrai que, en fait, je sais pas. C'est pas pareil. C'est pas la même culture. Voilà. Il y a personne qui va rentrer et qui va liquider du monde comme ça à l'appel. Pull-up. Enfin, ici en Guadeloupe, c'est pas pareil. Tu vois quelqu'un rentrer à Destreland en mode papa. Même moi, je vais donner une expérience. Lorsqu'on était aux États-Unis avec une association, je regarde la télé et pendant que je regarde l'image, je vois l'immeuble de l'hôtel. Je fais, mais pourquoi ils nous filment genre, nous sommes des stars, tu vois. Non. Il y a eu un meurtre en bas. Du coup, dans la rue en bas. Donc je descends. Et je vois, on me dit non, monsieur, n'avancez pas et tout. Je vois des draps blancs au sol devant l'hôtel, quoi. On était en plein New York. Et là, je me suis dit, mais ça veut dire que je croise du monde dans la rue, ils sont armés en fait. Ouais, et c'est ça. Et donc, quand on dit, ici, oui, il y a des armes, tout ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas la même circulation, c'est pas pareil. Mais c'est pas la même densité de population, surtout aussi. Même. Parce qu'il y a des pays à forte densité de population qui ne sont pas armés comme ça. Ça, c'est spécifique vraiment. Le surarmement, c'est spécifique aux États-Unis, en fait. Il n'y a pas beaucoup. Enfin, tu iras dans certains pays arabes où, effectivement, ça tire à coups de Kalachnikov un peu partout. Pour les amis, voilà, des choses comme ça. Mais c'est vrai que les États-Unis, le surarmement, c'est leur truc, quoi. C'est pas pareil. Oui, mais là, c'est comme si on est en train de dire. Après, bon, je suis en train de me contredire moi-même, mais une arme à feu, enfin n'importe quelle arme, on en a parlé lorsqu'on parlait de la guerre là aussi, ça reste qu'un outil. Bien sûr que c'est un outil. Et une arme à feu, tu la déposes sur une table, normalement, ça tire pas tout seul. On est d'accord. D'accord. On est tout à fait d'accord. Donc la question, c'est est-ce que c'est pas un problème de mentalité, déjà, bien premièrement sûr, bien sûr. Mais quand tu as la facilité. Et le fait de le publier, parce que c'est ce dont je voulais parler le plus important, le fait de le publier sur Twitch, en direct, c'est disponible pour des gens qui sont mineurs. Des enfants. Donc moi, je me pose des questions sur l'objectif, les conséquences. Même pas que dans son cas, là, on va dire que c'est la thématique, on en parle, mais moi, c'est la question que je me pose en fait ce soir. Où on va avec tout ça en fait? Ça a été diffusé en direct sur Twitch, donc c'est pas resté que sur le territoire américain, puisqu'on en parle jusqu'à présent, donc on a pu malheureusement assister à ça. Et les enfants qui potentiellement auraient vu cette vidéo, c'est pas qui potentiellement. Il y en a des millions et tu connais les réseaux. Une fois qu'il y a une vidéo qui est libérée et c'est viral, tout le monde a déjà vu la vidéo. C'est sûr, garanti sur facture. Anthony. Alors, je vais expliquer. Twitch, c'est quoi? Twitch, c'est une plateforme, c'est internet, une plateforme
qui a simplement pour but de faire des vidéos en direct. L'objectif, c'est que n'importe qui, à la base, Twitch, à la base, c'est conçu pour que des personnes des professionnels qui jouent aux jeux vidéo puissent montrer leur gameplay sur leur jeu qu'ils jouent, etc. C'est quoi gameplay? En gros, leur jeu. En gros, Leur façon de jouer. voilà, leur façon de jouer, etc. Et ça s'est démocratisé, une plateforme de direct. On a des émissions, etc. Et tout, on a vraiment de tout. Vous avez vraiment de tout sur Twitch. Mais c'est surtout du direct, c'est spécialisé dans le direct, etc. Ouais, parce que la différence qu'il y a, c'est que là, le moins qu'il y a avec la série, c'est que premièrement, c'est resté un certain temps sur Twitch parce qu'il faut que les gens le signalent. Parce que pour pouvoir bloquer ce genre de choses, en fait, une IA est incapable de faire la différence entre un jeu vidéo et ce genre de choses dans la réalité. Et surtout, elle prend du temps à le faire parce que c'est du direct. Même pour une intelligence artificielle, il lui faudra plusieurs jours avant qu'elle comprenne que oui, il faut le bloquer, ça. Et malheureusement, c'est resté quelques temps. Et si de toute façon, il y avait au moins une personne dessus, vous connaissez comment est l'être humain, il voit que ça, il partage son premier réflexe. C'est partagé exactement. Enregistrement. Et dès que c'est copie d'écran partagé, c'est fini. Parce que là, je pense qu'ils ont déjà bloqué la vidéo originale. Ils ont bloqué, ils ont supprimé, ils ont tout fait. Bon, dès qu'ils ont vu ça, ils ont dit qu'on l'a fait, mais effectivement, mais malheureusement, ça a déjà été partagé des millions de fois en quelques secondes. Ah oui, ça fait le tour direct. Il y a des gens qui disent que c'est à cause de Twitch. Pour moi, c'est pas Non, c'est pas à cause de Non, Twitch. c'est l'utilisation. Comme tu dis, ça, ce sont les outils. Après, c'est l'homme derrière qui vient et qui fait n'importe quoi. Si par exemple je viens sur un plateau télé et que je décide de faire une base devant un plateau télé, ce ne sera pas la faute du plateau télé. Clairement. C'est pas la faute. C'est pas la faute à nous aussi, c'est la faute à l'utilisateur. Moi, j'accuse pas les armes non plus. Hein. Tu la prends pas, tu la charges pas, tu tires pas, ça reste là, ça ne fait de mal à personne. Mais c'est vrai que c'est le comportement humain. Et là, on a franchi encore un cap, puisque comme tu dis, là, c'est la notion de direct. Moi, ce qui me choque plus, au-delà de la tuerie, puisque régulièrement, les Américains, ils aiment bien rentrer dans une école, dans un cinéma, dans un endroit, et puis on te liquide. Bon, là, il y a eu la spécificité noire. Il y a des idées qu'on veut essayer de faire passer ces temps-ci. Et on est en mai, Miami, tu sais. Donc, on est en mai. Donc, il fallait qu'il se passe un truc comme ça ce mois-ci. Hein, c'est comme ça. Mais moi, ce qui me choque, c'est vraiment la diffusion. Que le mec ait pensé. Il s'est dit, je vais liquider du monde, mais je ne vais pas attendre qu'il y ait des répercussions de mes actions, qu'il y ait quelqu'un qui filme, sachant que tout le monde a un téléphone. C'est j'y vais, je fais un direct, quoi. Je filme ça en direct. Toutes les étapes, et je filme ça en direct. En fait, moi, attention, bon. Écoutez tout ce que ça veut dire. Hein. Le fait qu'il ait fait publier, ça ne me choque pas parce que il y a déjà des sites internet qui diffusent ce genre de vidéos. OK? Le site internet, je ne vais pas donner le nom parce que voilà, je ne veux pas faire appel à apologie à ça. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que ce soit publié sur un site populaire. Voilà. Populaire et on va dire accessible de tous en fait. Donc tu dis qu'en fait, il peut y avoir ce genre de choses sur des sites spécialisés. C'est bien que machin, je dis simplement que ça... La bêtise humaine, ça existe déjà, mais là c'est vraiment sur un site populaire et accessible vraiment de tous, des enfants. Ils voulaient que ce soit vu. Ouais. Ils voulaient que ce soit vu. Moi, j'ai pas des adeptes, des personnes pour vraiment choquer. Je pense que c'est... Pour choquer, et je pense aussi qu'il devait faire passer son message. Et il est en mission, clairement, le gars. Parce qu'on dit 18 ans... Et c'est là où j'ai envie de poser la question, quelle est la différence entre lui, un djihadiste, etc. Mais il n'y en a aucune. Enfin, pour moi, il n'y en a pas, en fait. Pour moi, il n'y en a pas. Ils suivent un dogme. Voilà, pour moi, ils suivent un dogme. Ils ont un préconçu. Et ils veulent atteindre un objectif parce qu'effectivement, ils sont commandités par le dogme, en fait. Ou la personne qui est derrière le dogme. Mais c'est pas... C'est un casque bleu. Ah. Tu sais, moi, je me pose... C'est une question que je pose comme ça. Non, mais c'est une question à poser. C'est une question à poser. Les casques bleus, c'est les armées qui vont dans un pays pour faire la paix. Lorsqu'on voit ce qu'ils font en Afrique, on s'interroge. C'est possible, il y a une image que je voulais qu'on puisse la diffuser. Avant de se quitter. Puisque Buffalo, franchement... Ouais, mais c'est du con n'importe quoi. C'est chaud. Ce n'est pas par rapport aux événements qui a eu lieu justement sur notre territoire récemment. Enfin, au Gosier ? Non, pas seulement au Gosier. Je parle par rapport aux grands frères et justement, moi je pense à M. Jean-Claude qui est un habitant, je ne me trompe pas, de Déhay, qui est malheureusement décédé suite à une intervention de 2 gendarmes. Et tu sais, je me suis toujours posé la question, pourquoi lorsqu'un individu lambda tue
à tort ou parce qu'il avait, il avait un problème avec un individu en question, on a tout de suite son image, son nom, son identité, toute sa vie, etc. Et parce que ce sont des fonctionnaires de gendarmerie et tout, sachant qu'en ayant vu la vidéo, il y a eu plein d'explications en tout genre, mais rien ne justifiait la mort de cet homme. Et ces gars-là, comme si de rien n'était, ils quittent le territoire. On n'a pas de suivi, en fait. On n'a pas de suivi, etc. On ne sait pas qui est quoi. On les protège directement. Et la justice, jusqu'à présent, d'après ce que j'ai compris, la famille est toujours en train de demander à ce que justice se fasse. Et moi, je me pose des questions sur qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses puissent avancer convenablement et que ce genre de bêtises ne puissent pas se reproduire, en fait. Donc, j'espère que dans les prochains, je ne vais pas dire les prochains jours, les prochains mois et tout, il y aura une évolution, que ce soit pour les grands frères et pour Clodo. L'espoir, ça tue. L'espoir se crée aussi. Oui. L'espoir se crée aussi. Ça fait vivre. Ça fait vivre, mais ça tue. Moi, je sais que si toute la population, quel que soit, on reste soudé vis-à-vis des choses, parce que ça peut arriver à n'importe quel Guadeloupéen sur ce territoire. Donc c'est pour ça que j'estime que nous devons rester vigilants et être solidaires entre nous, en fait. Merci beaucoup, les gars, pour ce soir. Bon, c'était pas très gai pour la deuxième partie. Non, on n'a pas trop l'habitude. Il faut apprendre à la regarder et à avoir la tête froide, comme on dit, dans ce genre de situation. C'est vrai que c'est énervant, mais on doit l'aborder d'une façon différente. Ça sert à rien de s'exciter à chaque fois et de condamner. Non, on doit trouver des solutions pour nous-mêmes rapidement, de façon à ce que des choses comme les événements pour Claude Jean-Pierre ne nous arrivent plus. Il va falloir passer à de nouveaux rapports entre nos deux civilisations. Une bonne soirée à vous sur Canal 10 Télévision. On se retrouve demain. Bisous, bisous tout le monde. Et demain, on va parler du viol présumé d'une petite fille de 4 ans dans un centre social à Petit Canal. On recevra ses parents demain soir. Allez, bisous tout le monde. À demain.